le cadrage? Le format, vous voulez dire? Ouais. Pour plein de raisons. En fait, la raison, la première raison, elle était artistique. Ça veut dire que je... bonjour. C'est impressionnant. La première raison, elle était artistique, c'est parce que, comme je savais qu'on avait 3 histoires, et il fallait que je trouve un lien assez fort. Donc ça peut passer par le noir et blanc. Moi, j'avais fait un film à sketch comme ça. J'ai toujours rêvé d'être un gangster qui avait déjà ce cadrage. Vous posez une question, vous faites des photos après. Et donc, voilà, ça c'était un peu la première raison. Ensuite, cette banlieue, elle est très verticale. Donc, je savais qu'on aurait aussi des patines sur les murs, qu'on tournerait dans des espaces très restreints. Alors, il fallait un format fort. Tourner en scope dans des espaces très restreints, c'est compliqué parce qu'on est très vite en gros plan et ça ne marchait pas. Et puis ce format, il a quelque chose de poétique, je trouve. Il force à cadrer, il force à faire un peu attention. Voilà. Comment on travaille un casting aussi varié, avec des... peut-être qu'on connaît, peut-être qu'on ne connaît pas, et comment on travaille l'alchimie entre ces tandems presque? C'est assez marrant, moi, de travailler avec les acteurs sur ce film, parce que je leur ai très peu parlé, en fait. C'est presque un truc que j'ai appris doucement, très peu. J'ai plutôt tendance à les encourager. Ils savent, là j'avais vraiment de grands acteurs, quoi, des pointures. Donc ils savent à peu près comment, ce qu'il y a à faire, et de les encourager dans leur... Moi je pense qu'un grand acteur c'est quelqu'un qui a de l'imagination. Alors j'avais envie plutôt de les encourager à en avoir encore plus. Ils sont tous très différents. C'est un film qui parle beaucoup du langage, en tout cas de la perte du langage. Donc Gustave, c'est une montagne timide, quoi. Dans la vie, il est vraiment très timide. En plus, il ne boit plus, alors il est encore plus timide qu'avant. Valéria, elle a vraiment un truc avec l'expression qui est particulier, quoi. Donc déjà, c'était intéressant. Puis moi, j'avais fait un truc un peu pervers, c'est qu'ils ne s'étaient pas rencontrés avant, les acteurs. Donc ils se sont vraiment rencontrés sur le moment. Huppert, moi, je rêvais de tourner avec elle. C'est pas la peine de lui faire de longs discours. Déjà, sa présence dans cette cité, c'était quelque chose d'étonnant, qui démarquait un peu... mon fils, je le connais bien, et il a fait un travail prodigieux. Il a vraiment cherché à un moment donné, il a vraiment travaillé beaucoup, pas à apprendre son texte, quoi. Ça, il a réglé ça en 2 jours, mais il essayait vraiment de trouver le personnage jusqu'à un moment donné. Il m'a dit un truc un jour merveilleux. Il m'a dit en fait il s'ennuie, quoi. Il attend que le temps passe. Voilà, je dis bah c'est ça, t'as tout compris. Il attend que le temps passe. Et il a vraiment travaillé avec Huppert. Ensuite, Michael Pitt, moi je parle très mal anglais. Lui, il parle très mal français. Donc, on était vraiment dans un dialogue de moi, Tarzan, toi, Jane, quoi. Donc, c'était vraiment ça. Et puis, il est très inspiré. C'est des gens que je connaissais assez bien. Et Tassadit, c'était son premier film, Madame Amida. J'avais vu quelques personnes et elle jouait vraiment, mais merveilleusement faux. Je sais pas comment dire. Elle avait ce truc qui faisait que... Et puis, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'elle était un peu impressionnée sur le plateau. Et au bout de 3-4 jours, je lui ai demandé... ce qu'elle faisait dans la vie, quoi. Elle est à la retraite maintenant. Et elle était prof d'anglais. Alors elle comprenait très bien. Alors je lui ai dit, t'es une grande actrice, parce que vraiment, moi j'avais l'impression que tu comprenais rien. Puis aussi, je comprends tout ce qu'il dit. Voilà. J'ai très peu parlé aux acteurs sur ce film-là. Vraiment, je les ai laissés un peu faire, voir un peu comment eux voyaient les choses. Et souvent, ils les voyaient bien. Et moi, j'essayais qu'ils les voient encore un peu mieux, quoi. Allez-y, pour en profiter. Dans quel ordre sont venus les personnages? C'est-à-dire les histoires? Oui. En fait, c'est tiré d'un bouquin que j'ai écrit, qui est Les Chroniques de l'Asphalte. Il y a 2 histoires sur les 3 qui sont tirées des livres, qui sont Sterlkovitch, dans le fauteuil roulant, et L'Astronaute. Celle de Huppert et de Jules, on l'a écrite pour le film. Je sais pas, j'avais l'impression que le personnage de Gustave pouvait être un bon guide dans cette banlieue, qu'on pouvait s'appuyer sur lui, c'est-à-dire démarrer cette histoire ce film sur une petite histoire d'avarice, d'un type qui allait payer son avarice, et que tout ça allait ouvrir sur le reste, puisque lui allait devoir sortir en fait. Donc voilà, ça se fait avec les habitants. Voilà, c'est-à-dire que le film, c'est simple, il y a 3 habitants, 3 récepteurs qui vont recevoir 3 étrangers. Sauf qu'ils sont dans la vie générale des étrangers par rapport à bon. Et en fait,
Donc c'était d'abord de montrer un peu ces trois personnes dans leur quotidien et dans leur ennui surtout, et surtout dans leur absence de mère maternelle, parce que moi je pense que le film parle beaucoup de ça aussi. Ils ont tous un lien avec la mère, que ce soit Gustave, on imagine qu'il a vécu avec sa mère, il pique des trucs dans un carton écrit chose maman. Jules, il a des mots d'une mère fantôme. Tassadit, elle est une mère inutile, puisqu'elle a une mère. Moi, je trouve cette première scène, elle est bien, en tout cas, elle est importante, puisqu'on lui refuse d'être une mère. Elle ne peut même pas donner des courses à son fils. On dit non, c'est interdit. Donc, elle a un fils de substitution qui arrive. Lui-même a une mère de 2 jours, l'astronaute. Huppert, elle parle à un moment donné d'un Antoine qui est mort, on ne sait pas trop, d'un môme, on ne sait pas. Mais il y a un truc. Donc voilà, il y avait quelque chose. Et puis l'infirmière, voilà, l'image vraiment de la mère, un peu nourricière, comme ça. Donc voilà, c'était un peu de mettre en place ces choses. Mais il n'y avait pas d'ordre. Ensuite, on a un peu secoué. On a écrit les histoires, puis on a un peu secoué pour essayer de créer un lien, comme ça. Et comment est né ce projet de réaliser un film à partir de vos écrits? Parce qu'on comprend bien le besoin d'écrire, mais est-ce que c'est pas un peu redondant de réaliser un film à partir de quelque chose que vous avez déjà écrit, quelque chose de déjà abouti? C'est pas abouti, la littérature, je crois. Non, je crois pas que ce soit abouti, la littérature. Parce que la moitié des films qui se font sont adaptés de livres, hein, dans l'année. Ouais. Mais vous êtes l'écrivain et le réalisateur. Ouais, mais ça n'a rien à voir, puisqu'en fait, moi, c'est la banlieue qui m'intéresse. Déjà, ce qu'il faut savoir, vous avez lu le livre Les Chroniques de l'asphalte? Non, je l'ai pas lu, j'en ai beaucoup entendu parler, mais Parce honnêtement, qu'en je l'ai fait, pas lu. quand on lit le livre, on se rend compte que c'est très, très, très peu adapté, en fait. D'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a même écrit à la fin, on l'a même pas mis d'après le livre, c'est même pas sur l'affiche, c'est écrit d'après la nouvelle 1 et un petit bout de la nouvelle 5. C'est-à-dire que quand on lit les Chroniques de l'asphalte, c'est un livre où il y a 15 nouvelles. D'accord. Et par exemple, l'astronaute, par exemple, c'est vraiment des contes. C'est un jour, un astronaute est tombé sur le toit d'une tour, il a été récupéré par Madame Amida. Elle a voulu lui faire du coup. Il n'y a pas du tout le développement. Celle de Stankovic, par exemple, l'infirmière n'existe pas du tout. Stankovic, c'est un vieux monsieur qui ne veut pas payer l'ascenseur, qui vole l'ascenseur la nuit, et un jour, il reste bloqué dans l'ascenseur en remontant, les voisins le découvrent, il est triste, il meurt chez lui, on sort le cercueil, et le cercueil ne rentre pas dans l'ascenseur. Ouais, c'est vraiment des... Mais donc, c'est pas du tout... c'est une vague adaptation, c'est un prétexte pour parler de la banlieue, surtout. Et c'est un prolongement aussi, une sorte de prolongement de certaines histoires. C'est ça. D'accord. C'est un prolongement, ça veut dire que... l'idée, c'est vraiment d'essayer de donner un autre regard sur la banlieue. C'est-à-dire qu'on parle des banlieues aujourd'hui d'une façon assez négative, ce qui existe, hein. Mais bon, c'est du sensationnel, quoi. Voilà, une violence, une montée religieuse radicale, des voitures qui brûlent. Ça existe, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça serait trop facile sinon. Sinon, on serait déjà en guerre civile, quoi. Vous voulez parler du quotidien. C'est de parler d'autres personnes, surtout. Il y a d'autres personnes qui y vivent, et je trouve ça intéressant aussi de parler d'autres personnes qui subissent la même chose, en fait. C'est des quartiers abandonnés. Donc le même isolement, le même regard. Et puis, les endroits abandonnés, ça devient des ghettos. Donc des ghettos naît forcément une forme de poésie, d'humour, un autre langage, un autre rapport aux gens, puis d'autres peurs, voilà. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que l'adaptation, c'est pour ça, moi, quand on me dit c'est adapté de vos Chroniques de l'asphalte, déjà en général, pardon, hein, mais c'est des gens qui n'ont pas lu le livre. Parce que, non, mais ça arrive. Et puis c'est surtout que c'est pour ça qu'on fait toujours une moue en disant non, pas vraiment, c'est pas une adaptation de ça. C'est inspiré de ça. Ce qui peut ressembler au livre, c'est peut-être une couleur. C'est-à-dire que les livres, par exemple, se situent dans les années 80. Là, le film, bon, il se passe aujourd'hui, il y a des écrans plats, il y a des choses, mais il y a aussi un Walkman jaune qui traîne, c'est une affiche de Die Hard. Enfin voilà, il y a cette patine-là. Et puis, il y a quelque chose d'une lumière par rapport au livre. Moi, les Chroniques d'asphalte, c'est plutôt des souvenirs de mon enfance. Donc c'est plus un souvenir d'une lumière d'après-midi un peu ennuyeuse, d'un ciel blanc, de choses comme ça. Donc c'est comme une thématique, en fait, qui voilà, recouvre les deux projets. C'est un appui. Moi, par exemple, on m'a proposé, ça m'a intéressé, par exemple, de faire les Chroniques de l'asphalte au théâtre avec des gamins, ça me plairait. Mais je ne chercherai même pas à reprendre les histoires, en fait. Je pense que c'est un prétexte pour parler d'autre chose, quoi. Mais de ces quartiers-là. Et quand vous dites que vous avez voulu mettre plus de lumière dans ce film par rapport à votre livre, vous êtes plus optimiste au cinéma
qu'en littérature ou, enfin... Ah non, j'ai pas dit ça pour ça. Ah non, les livres, ils sont optimistes aussi. Oui. Les livres, en fait, ça parle d'une bande de gamins qui sont pas du tout... En fait, les deux mecs qui traînent tout le temps, là, qui voient là... En fait, dans le livre, ce sont vraiment les rôles... ce sont vraiment les principaux. C'est eux. Ça parle d'une bande de mecs à qui il arrive des aventures. Il y a 3 volumes. Le premier, c'est plein d'histoires. Le deuxième, ça se passe plus à Paris. Le troisième, c'est toutes leurs histoires d'amour. Donc tout ça, ça représente une 50aine de nouvelles, en fait. Et... Non. Mais on n'a même pas essayé de se dire on fait un film optimiste ni rien. Le premier plan du film, c'est une cité en train de s'écrouler. Donc c'est comme les choses faites de bons sentiments. C'est le rapport à eux qui doucement se crée et puis qui fait qu'il y a une tendresse, quoi. Moi, j'avais envie de faire quelque chose de tendre, en tout cas. De pas de lutte, il y a un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans l'église au Sacré-Cœur. Quand on visite le Sacré-Cœur, il y a un truc qui est écrit comme ça. Il s'est écrit tout le mal vient de soi. Je ne sais plus qui a dit ça. Un saint. Ça pourrait être un peu ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mal entre eux. Mais à l'intérieur d'eux, ils arrivent avec des bagages très très lourds les uns les autres. Donc ils sont chargés de quelque chose de colère, de méfiance surtout. Il n'y a pas de figuration dans le film, donc tout le danger vient du bruit de voitures qui passent, de bruit de voisins, de ce bruit qu'ils expliquent tous par une raison. Finalement, c'est une porte qui claque au vent. En tout cas, vous direz à votre fils qui joue vraiment très très bien. Il est très impressionnant. Oui, il est Impressionnant. Merci. Pourquoi justement révéler la nature de ce bruit à la fin du film? Pardon? La fin, le cri, enfin ce qu'ils expliquent par un cri, pourquoi révéler à la fin justement sa nature et pas laisser planer le doute? Parce que pourquoi se priver de rire un petit peu? Pourquoi c'est amusant? Parce que, non, c'est pas ça en fait, c'est un truc très précis. En fait, cette idée, moi, elle m'est venue après, pendant le tournage pratiquement, l'idée du cri. Déjà, c'était un lien entre les personnages, ça les réunit. Et puis, parce que je pense que d'où viennent les légendes, quoi, voilà. Il n'y a plus d'endroits où viennent les légendes, c'est fini les légendes. C'était au Moyen-Âge, les légendes. Les légendes, c'était dans les endroits abandonnés, les endroits où on ne pouvait pas expliquer. S'il y avait un bruit dans une forêt, on disait, voilà, c'est machin, le fantôme de machin. Donc là, ils ont tous... En fait, c'est pas grand-chose souvent. S'il y a un bruit à Paris louche, il y a tout de suite 3 techniciens qui viennent et qui disent, non, ça c'est une canalisation qui pète, c'est rien. Là, non, puisque justement, ils sont isolés. Donc ce bruit, en fait, il est une invention. Il est spirituel, quoi. Parler de la banlieue, le lieu de tournage est quand même très particulier. Vous saviez tout de suite où vous alliez tourner ou ça a été une recherche compliquée? Non, c'était compliqué. On a cherché longtemps. On a... ça dépend, en fait. Il y avait 3 façons. Où on avait plein d'argent, on aurait tourné en studio. C'était pas le cas. Ou alors on a visité des cités habitées, mais on aurait dérangé les gens et puis eux nous auraient dérangé aussi. Donc c'était pas possible parce qu'il fallait quand même c'est compliqué une équipe de tournage, puis là on investissait vraiment le lieu. Donc on a décidé de trouver un lieu qui allait être détruit. On en a vu quelques-uns. Celui-là n'était pas ce que j'avais imaginé, puisque j'imaginais plus une tour justement, là c'est plus une barre. Mais c'était pas mal du tout à l'intérieur, et puis on a eu un attachement. Et puis moi je savais que je voulais faire un film de l'Est, qui est une couleur de l'Est. Là c'était en Alsace. Et en plus on a eu de l'aide de la région, donc c'était... Voilà. Très bien. Mais cet immeuble, je pense qu'il est détruit maintenant, ou ça va arriver, quoi. Il n'y avait plus personne quand on vivait, donc on pouvait casser un mur pour mettre une caméra ou faire des choses. On a vraiment tourné, c'était dans des gravats, quoi. Mais il y avait quelque chose en même temps de très gracieux d'être là tous ensemble sur ce décor. J'avais 2 questions en fait. La première question, c'était quand vous disiez que c'était un film sur le langage, enfin un peu au départ. C'est aussi un film sur la rencontre, sur les gens qui se rencontrent et qui apprennent à se connaître. Et je voulais savoir du coup si c'était un peu ça la thématique, ou si c'était une thématique voulue, ou si c'était juste parce qu'il faut bien qu'il y ait des personnages qui se croisent. Et la deuxième chose que je voulais vous demander, c'était par rapport au rapport entre la réalité et la fiction. Est-ce qu'il y avait une volonté de un peu enchanter un réel triste ou un truc comme ça?
Je comprends ce que vous dites. Les rencontres, oui, elles étaient forcées. C'est un film là-dessus, de toute façon. C'est un film sur des gens qui se rencontrent. Bien sûr. Ils se rencontrent sans être très sympathiques même, parce qu'ils mettent du temps à être plutôt sympathiques. Ils viennent d'endroits différents, des univers très différents. Ils n'ont rien, vraiment rien pour se rencontrer. Peut-être Gustave et l'infirmière, et encore. Mais le môme et l'actrice, vraiment que dalle. L'astronaute et la dame arabe, rien à voir. Donc c'était un peu... Il y a un côté... Quand on préparait le film, on disait on fait un film sur la chute, des gens qui tombent. Voilà. Il y a 3 personnages qui tombent. Il y en a un qui tombe dans un fauteuil roulant, une actrice qui tombe dans la vie, et un mec qui tombe du ciel. Voilà. Donc voilà. Donc comment ils tombent? Ils tombent chez des gens qui sont a priori mal vus de la société, c'est-à-dire les habitants des quartiers. Et pourtant c'est eux qui vont les relever. Plus ou moins. En tout cas, qui vont les regarder. Il y a une phrase que j'adore d'un bouquin de Jerzy Kosinski qui s'appelle Bienvenue Mr. Chance. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu le film. Une grande adaptation. Voilà. Donc, d'un mec qui pour la première fois sort à 45 ans de chez lui. C'est Peter Sellers. Et il dit au bout d'un moment, tant qu'on ne regarde pas les gens, ils n'existent pas. Elle est merveilleuse cette phrase parce qu'elle est à la fois optimiste et pessimiste. Ça veut dire on peut être complètement isolé, puis à un moment donné lever les yeux, décider de regarder les gens, et puis on est moins seul. Et puis ça peut être le contraire, on peut aussi fermer, dire je ne veux plus te regarder, tu n'existes pas. L'autre chose par rapport à la réalité et le rêve, moi c'est les seules choses qui m'intéressent au cinéma. Dans tout d'ailleurs, même chez les gens. Moi quand je vois un film, ce qui m'intéresse, j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, hein, mais c'est que j'ai envie qu'on me parle de l'état du monde, qu'on me fasse un état du monde, je me dise voilà le monde est comme ça, mais ça peut être une très grosse comédie populaire, hein, c'est pas le problème. Et que le cinéma soit proche du rêve. Parce que je pense que c'est une machine qui sert à ça quand même. Donc si on arrive à avoir les deux, moi je me suis souvent planté avec ça, j'arrivais pas, c'est-à-dire ça partait pas, c'était trop, hein, ou pas. Celui-là j'ai l'impression qu'il existe pour ça aussi, c'est que il frôle avec ça, c'est la réalité qui crée du rêve. Il n'y a pas un rêve annoncé ou un personnage rêve qui est avec un nain en train de manger une pomme. C'est juste que d'un seul coup, cette réalité assez simple, légèrement décalée, fabrique une sorte de choses à peine crédibles, quoi, improbables, on va dire. Voilà. Et pourtant, encore une fois, je pense que dans ces quartiers-là, ou ailleurs, enfin dans toutes ces terres, ça existe, forcément, puisqu'il y a une sorte de poésie qui s'inscrit. On n'a pas, par exemple, dans le centre de Paris, une zone active, fermée la nuit, ça n'existe pas. Il y avait avant. Il y avait avant les halles, à Paris, par exemple, qui étaient fermées la nuit, donc ça créait des sorte de drôle d'ambiance comme ça. Quand on a une zone active en face de chez soi la nuit, c'est un territoire de jeu absolument étonnant. Les néons, la fumée, les mecs qui bossent la nuit, ça crée une autre vie, une vie alternative, quoi. C'est ces choses-là, moi, qui m'intéressaient dans le film. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Allez-y, hein, soyez pas timide, hein. Profitez-en. Il y a beaucoup de rapport avec le cinéma, enfin la femme arabe. On regarde les séries télé, on voit des photos d'Isabelle Huppert jeune. Enfin, il y a un rapport entre la réalité justement et une espèce de fiction, d'environnement culturel. Oui, Effectivement, qui est difficile à dater et qui est à la fois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Isabelle Huppert, justement, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle aime beaucoup le film, et c'est ce qu'elle m'a dit en sortant. Parce que l'image, c'est une transmission. On transmet par l'image. Et l'image est forte en banlieue, parce que l'image, ça comble l'ennui aussi. La télévision, les films. C'est vrai, ils ont tous à un moment donné un appareil photo dans la main, une caméra ou quelque chose. C'est aussi un bouclier. Les Jules et Gustave s'en servent vraiment comme d'un bouclier. Ces deux moments, ces deux scènes de fin qui sont presque collées, elles servent à ça. C'est-à-dire Jules qui ne baisse pas sa caméra pendant qu'elle lui parle de la mer qui doit le toucher lui, et Gustave qui se protège d'elle dans un appareil photo sans pellicule pour lui dire 2-3 trucs, quoi. C'est vrai qu'on est un peu fort derrière une caméra. D'ailleurs, moi, à chaque fois que j'entends qu'un photographe ou un reporter est mort, j'espère toujours qu'il est mort derrière sa caméra ou son objectif, parce que c'est sûr que c'est moins violent. C'est sûr qu'il y a quelque chose et d'ailleurs, c'est plus risqué aussi, mais il y a toujours quelque chose par rapport à ça. Les grands photographes de guerre, il en mourrait beaucoup parce que les mecs n'avaient pas la même réalité face au danger. Ça a quelque chose ça pousse à aller plus loin, quoi, voilà. Donc, ouais, et puis,
Ouais, bien sûr, les photos, puis c'est un acte de timidité, quoi, de regarder des photos, de se montrer des photos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça dans le film, ouais. Mm. Alors, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que les personnages ont un passé, tous. Il s'est passé des... Bon, il se passe des choses, parce que quand il appelle Dédé, on sait qu'il a une vie alternative, mais à aucun moment, il n'y a pas de violence. On voit pas... Il y a certains réalisateurs qui auraient mis l'accent sur cette violence, sur le fait qu'il se procure des choses. Là, il n'y a pas, donc c'est... Mm. Ça, je trouve ça bien, ça montre... Mais c'est... oui, de toute façon, c'était une volonté, c'était pas de faire un film violent. Bien que moi, encore une fois, je trouve que... Je sais pas, j'ai vu le film d'Audiard, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, par exemple. Pourtant, c'est vraiment la banlieue violente, la migration, j'ai adoré ça. Là, c'était pas mon sujet. Et puis, la violence, pour moi, elle était quelque part plus forte. Ils sont abandonnés. Donc, je sais pas, ce môme, moi, il me bouleverse, par exemple, ou cette femme qui ose pas, même pas dire, dans des chiottes, qu'elle est en perte. Ils ont une violence. Le film est... Il y a un truc qui me fascine en ce moment, en fait, c'est le cinéma et la télévision. Je trouve ça intéressant. Enfin, les séries. Moi, je me suis mis à regarder beaucoup de séries. Je ne regardais pas avant. Et d'un seul coup, j'ai flippé parce que j'ai vraiment vu des grands trucs, quoi. J'ai vu des trucs en me disant, putain, je sais pas, j'ai vu Fargo, j'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai vu Gomorrah, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et en fait, d'un seul coup, je me dis, toutes les grandes séries que je suis en train de voir sont adaptées de grands films. Ou en tout cas, rendent hommage à un grand film. Donc, ça veut dire quelque chose de très intéressant pour moi. Ça veut dire que, pour la première fois, depuis longtemps, le cinéma doit se réinspirer de lui-même. Et la télé l'aide à ça. C'est-à-dire que, quand on voit même celui qui a commencé à lancer ça, c'est Lynch avec Twin Peaks, Métro Détective, vraiment, merci David Lynch à genoux.